il y a une diversité d'approches de l'éthique. Il y a des sociétés savantes qui de plus en plus se préoccupent des questions d'éthique. Comment faire qu'il y ait un lieu où les gens dialoguent ensemble, identifient les vraies questions émergentes de l'éthique, et pas uniquement de l'éthique médicale en soi, mais de l'éthique hospitalière et du soin. On était déjà dans l'émergence finalement du CARE, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et on a confié l'espace éthique, à l'époque c'était Alain Cordier et Didier Sicard qui étaient son conseiller médical, à un non-médecin, puisque moi je suis plutôt d'une formation philosophique. Et notre challenge, c'était en quelques années, faire non pas qu'il y ait le lieu de l'éthique à la PHP, mais qu'il y ait un lieu ressource où les gens aient envie de partager et d'inventer ensemble un certain nombre d'approches plus soucieuses des droits de la personne. C'est pour ça que quand il y a eu la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé, et quand il y a eu plus tard la loi du 22 avril 2005, la loi sur le droit des malades et fin de vie, on était tout à fait en phase par rapport à cette évolution, sans démagogie aucune. C'est-à-dire le professionnel est reconnu dans sa compétence, dans son rôle propre, dans sa responsabilité de décider. Ce qui nous intéresse, c'est la prise de décision collégiale, c'est-à-dire comment on argumente une décision, comment la personne malade cherche à reprendre aujourd'hui une certaine forme de pouvoir sur sa maladie. C'est donc cette compétence, cet empowerment dont on parle beaucoup aujourd'hui. Comment une expertise peut être reconnue à la fois à la personne malade et à ses proches, mais qui n'est pas celle du médecin, mais qui peut participer de l'approche médicale ou de l'approche soignante. Bref, comment de nouvelles alliances se constituent, comment de nouvelles légitimités se constituent. On observe finalement quasiment 20 ans après la création de l'espace éthique de la PHP, que d'abord la personne malade est une personne vulnérable, et surtout vulnérable, souvent dépendante déjà de la maladie et pas uniquement du système de soins. Le système de santé a évolué, c'est souvent aussi précarisé, donc on a aussi des professionnels en situation de vulnérabilité, ne serait-ce par rapport à la complexité des savoirs, par rapport aussi à la judiciarisation de certaines pratiques, par rapport à des regards différents qui ne sont pas que médicaux qui interviennent dans les décisions, par rapport à des évolutions quasiment de paradigme. Quand on voit par exemple la médecine personnalisée, on voit qu'on est vers des champs nouveaux. On va être confronté de plus en plus à des personnes atteintes de maladies au long cours, des maladies chroniques, dans une société qui se désocialise d'une certaine manière, c'est-à-dire qui n'apporte pas aujourd'hui les réponses en termes de solidarité qu'elle aspire une personne malade. Et donc, dans cet environnement, il était intéressant d'avoir un espèce de laboratoire, à la fois observatoire, laboratoire d'idées, qui ne soit pas critique vis-à-vis des professionnels, mais qui soit propositionnel au sens propre du terme, et qui les accompagne également dans une dimension de recherche universitaire, puisque très rapidement, nous avons mis en place des enseignements, et c'est un défi que dans un milieu professionnel, on développe, comme on l'a fait, des enseignements universitaires d'éthique. Ils vont des masters au doctorat en passant par les DU, et des choses extrêmement concrètes, puisque dans le DU, c'est les pratiques au quotidien du soin, c'est la question du deuil. Dans les masters, c'est véritablement susciter de la part des professionnels une démarche qui vise à ce qu'ils s'approprient la question d'éthique. Ce n'est pas une affaire de spécialistes, nous on ne croit pas aux éthiciens. Et vous avez des tendances assez lourdes aujourd'hui, notamment sur le modèle anglo-saxon, créer des structures d'éthique qui sont un peu comme les SAMU, vous avez un problème, faites venir l'éthicien. Nous on est totalement à l'opposé de cette démarche. On pense qu'il y a le droit, on est dans un état de droit, donc par exemple, beaucoup des questions qui viennent vers l'espace éthique, qui est maintenant devenu l'espace éthique de la région Île-de-France depuis un an, je vais vous dire un mot, sont des questions plutôt juridiques, c'est-à-dire les gens n'ont pas la compétence pour véritablement décider au nom d'une argumentation juridique, donc on dirige vers les services juridiques compétents. Les questions éthiques, finalement, sont des questions limites que beaucoup de services anticipent, et la vraie question, c'est comment aujourd'hui un service est en capacité d'anticiper des dilemmes éthiques. Et quand vous êtes aujourd'hui, vous soyez en cancérologie, en gériatrie ou en génétique, il y a très très peu d'espaces du soin qui n'ont pas produit eux-mêmes leurs propres instances de délibération, qui n'organisent pas des staffs d'éthique. Donc c'est une injure faite aux professionnels que de dire faites appel à des éthiciens. Nous, on se trouve un peu comme des relais, des espaces aussi qui peuvent apporter aux décideurs un certain nombre d'éléments d'argumentation, mais en aucun cas on est un lieu de décision. Depuis notre création en 1995, on est le premier espace éthique, on n'a jamais sorti le moindre texte de décision, on accompagne une évolution. Depuis 20 ans,
ce qui serait intéressant de voir, c'est qui n'est pas venu à l'espace éthique beaucoup plus que qui est venu. Ce qui nous semblait important, c'est déjà d'accueillir dans un espace éthique hospitalier les hospitaliers en général. Aussi bien les personnes malades, les associatifs, qui sont quelquefois différents dans leurs objectifs que les personnes malades elles-mêmes, mais tous les professionnels. Ça va du jardinier de l'unité de soins palliatifs jusqu'à l'administratif qui s'occupe de l'accueil. Chacun dans la chaîne du soin a une fonction. J'aurais pu continuer une activité, j'allais dire, confortable et universitaire, sans me confronter à cette réalité, qui est finalement assez peu valorisante, puisque finalement, il y a mieux à faire quand on fait de la philosophie que de la faire sur le terrain. Mais quand je vois ce qu'est la réalité de ce à quoi je suis j'allais dire, confronté au quotidien, ou que je partage au quotidien avec des professionnels, je dis que c'est un bonheur extraordinaire que d'avoir cet espace qui est pour moi très rassérénant.